Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ma fille a dit « Maman, cette maison appartient maintenant à la famille de Jean. Tu n'as plus rien à faire ici. » Et elle l'a dit sans trembler, sans détourner les yeux. C'était ma maison. C'était ma vie. Je m'appelle Edith. J'ai 65 ans et je vis à Troyes, en France. Ou plutôt, je vivais. Car ce jour-là, une partie de moi s'est effondrée. J'avais conduit presque 3 heures, un peu fatiguée mais heureuse, en pensant passer un week-end. Entrant-il dans ma maison au bord du lac de Gérardmer, celle que j'avais achetée avec feu mon mari, Jean à Pierre. Mon partait fort. Ça que j'avais trop en foutre à la cœur en fou après des décennies de travail acharné. C'était notre rêve commun. Un lieu de retraite paisible, construit pierre par pierre avec nos souvenirs. Mais quand je suis arrivée, il y avait déjà des voitures garées devant, des voies rayées à l'intérieur. J'ai sonné, un peu hésitante. La porte s'est ouverte sur ma fille Claire en peignoir, une tasse de thé à la main, et derrière elle, son mari Jean et les parents de Jean que je connaissais à peine. Claire m'a regardée de haut en bas, puis a dit cette phrase qui a tout brisé. C'est leur maison maintenant. Tu devrais appeler avant de venir. Je sentais le sol se dérober. Je croyais à une blague, une mauvaise farce. Mais son regard ne trahissait aucune plaisanterie. J'ai bredouillé quelque chose, je crois, mais mes mots se sont noyés dans le silence pesant qu'elle avait installé. J'ai regardé autour de moi les rideaux que j'avais cousus, la table que j'avais choisie avec Jean à Pierre, le jeu tapis d'Orient offert par ma sœur. Claire m'a poussé doucement vers l'extérieur. On a prévu un week-end en amoureux, maman. Tu nous mets dans l'embarras. Dans l'embarras. J'ai souri mécaniquement. J'ai dit que je comprenais et je suis repartie. 3 heures de route avec la gorge nouée, les mains crispées sur le volant. Et cette question qui tournait en boucle dans ma tête. Comment ma fille a-t-elle pu faire ça? Mais le pire était à venir. 3 jours plus tard, elle m'a appelé pour me dire d'un ton glacial que la maison avait été officiellement cédée aux parents de Jean. Elle avait profité d'une procuration que je lui avais signée autrefois pour faire des démarches en mon nom. Elle avait tout transféré, fait enregistrer. Et maintenant, tout m'échappait. Je n'avais plus rien. Plus de maison, plus de vie, plus de famille. J'ai raccroché et j'ai pleuré. Pas pour la maison, pas pour les murs, ni pour la trahison, pour l'humiliation. J'ai réalisé que je n'étais plus une mère, mais un obstacle. Une vieille femme que on voulait écarter discrètement pour mieux s'approprier ce qu'elle avait bâti toute sa vie. J'ai passé des jours sans dormir, à revoir chaque détail, chaque moment où j'avais dit oui à Claire, chaque sacrifice. J'ai repensé à son mariage que j'avais financé, à son prêt étudiant que j'avais remboursé, à cette fois où elle m'avait demandé de l'aide pour la compte de son appartement à Paris. Je n'avais jamais rien refusé, par amour. Et voilà où cela m'avait mené. Mais ce n'est pas une histoire de lamentation. C'est une histoire de réveil. Car à cet instant précis, quelque chose s'est allumé en moi. Un feu ancien, celui de la femme que j'avais été. Celle qui, à 25 ans, avait lancé son petit cabinet de comptabilité, seule.
C'est là que, sans mari, sans soutien, celle qui avait survécu au deuil de son mari, à la solitude, à la maladie. Alors j'ai séché mes larmes et j'ai décidé de ne plus jamais être une victime. Chers amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que peut-être, vous aussi, vous avez connu ce genre de douleur. Une trahison venue de ceux qu'on aime le plus. Dites à moi dans les commentaires si cela vous parle. Racontez à moi votre histoire. Je vous écoute. Et peut-être qu'ensemble, nous pourrons apprendre à dire non. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une minute. Je suis restée dans mon petit appartement à Troyes, sur le fauteuil en velours que Jean à Pierre me avait offert pour mes 50 ans, à fixer le vide, les poings fermés. Une colère froide m'avait envahi, pas la fureur bruyante et incontrôlable. Non. Une colère silencieuse, nette, lucide, comme une lame aiguisée posée sur la table. Claire m'avait tout pris. Mais elle avait oublié une chose, je n'étais pas morte. Le lendemain matin, je me suis habillée tôt. J'ai remis une robe noire sobre, attaché mes cheveux, pris un carnet à spirale, et je suis allée voir mon notaire. Ma voix tremblait au début, mais je tenais debout, droite, les épaules carrées. Ma fille a détourné une procuration que je lui avais donnée il y a 3 ans, dans un but médical. Elle a transféré la propriété de ma maison secondaire et Farrière, de parents de son mari. Je veux savoir ce que je peux faire. Monsieur Barrault, mon notaire depuis 20 ans, m'a regardé longtemps, comme s'il avait du mal à croire ce qu'il entendait. Puis il a hoché la tête et a dit simplement « On va reprendre tout ça à zéro. Vous avez encore des cartes en main, madame. » Je suis sortie de son bureau avec le vent dans le dos et le sentiment d'avoir repris possession de mes jambes. Les jours suivants, je n'ai rien dit à personne. Je continuais à jouer la vieille mère douce et conciliante. J'envoyais des textos annotants à Claire. « Tu vas bien ? Je pense à toi. » Elle répondait rarement et quand elle le faisait, c'était sec, distant, presque condescendant. Mais cela m'allait très bien. En parallèle, j'ai retrouvé tous les documents, les preuves de propriété, les relevés bancaires qui montraient que j'avais payé chaque centime de cette maison. Même les factures de travaux que j'avais personnellement commandées en 2008 et 2014. J'ai fait des copies, des dossiers, j'ai trié, j'ai classé. Et surtout, j'ai commencé à planifier. Je savais que les parents de Jean comptaient s'installer définitivement dans la maison du lac le 15 avril. Selon une annonce que Claire avait publiée sur Facebook sans savoir que j'étais encore dans ses contacts. Elle écrivait fièrement « Papa et maman ont enfin trouvé leur havre de paix. Merci à ma mère pour ce précieux cadeau. Un cadeau. » Voilà ce que j'étais devenue, une distributrice de maisons. Je n'ai rien commenté, mais j'ai pris note. J'avais 3 semaines. 3 semaines pour organiser ce qu'aucun d'eux ne pourrait imaginer. Je suis retournée voir Monsieur Barrault. Nous avons établi un plan juridique compétent. Il m'a dirigée vers un avocat spécialisé en contentieux familiaux, maître de l'offre. Une femme à la voix calme, mais son regard tranchant comme un rasoir. Elle m'a écoutée en silence pendant que je racontais toute l'histoire. Puis elle a dit, en refermant son dossier, « Je ne peux pas vous rendre votre fille, madame, mais je peux vous aider à récupérer votre dignité et votre maison. » Chaque soir, je rentrais chez moi, le cœur lourd mais la tête claire.
Je regardais les vieilles photos de Claire petite, ses cheveux en bataille, son rire éclatant. Sa main serrée dans la mienne, à la plage d'Arcachon. Je ne comprenais pas comment on en était arrivé là. Mais je savais que je ne pouvais plus continuer à tout accepter. Le 6 avril, je suis retournée au lac. J'ai garé la voiture à distance. J'ai marché lentement sur les chemins boisés que je connaissais par cœur. J'ai observé la maison. Des rideaux neufs, des géraniums sur le rebord des fenêtres et des fois à l'intérieur. Claire riait. J'en parlais fort et les parents s'extasiaient sur les volumes, la vue imprenable. Le silence de la campagne. Je n'ai pas pleuré, je me suis seulement dit encore quelques jours. Et quand je suis montée dans ma voiture, une chose était claire. Ce ne serait pas moi la perdante. Pas cette fois, le 14 avril. Faille du jour où les beaux apparents de ma fille devaient emménager définitivement dans ma maison. J'ai passé la journée dans un calme presque religieux. J'avais tout prévu, tout anticipé. Le matin même, maître de l'offre m'avait confirmé que la procédure de réclamation de propriété était lancée. La procuration que j'avais signée autrefois dans une période de fragilité, quelques mois après la mort de Jean à Pierre, n'était juridiquement pas valable pour un acte aussi grave que un transfert complet de biens immobiliers. Et surtout, aucune donation officielle ni acceptation notariée n'avait été faite. Ma fille avait tout simplement menti au notaire de son côté, présenté des documents flous, utilisé mon silence comme consentement. Mais cette fois, je n'étais plus silencieuse. J'ai aussi reçu un appel discret de M. Parot. Il avait contacté la fondation d'aide aux femmes isolées que Chitira Paranque. Les rendait hurlait par cœur avait soutenu financièrement il y a 2 ans. Ensemble, nous avions élaboré un plan, une clause de cession conditionnelle, un hébergement caritatif d'urgence, le tout juridiquement légal et surtout irrévocable dès que déclenché. Ce n'était pas seulement une revanche. C'était un rétablissement de la vérité et un avertissement. Dans l'après-midi, j'ai fait quelque chose de très simple, mais terriblement libérateur. J'ai envoyé un message à Claire. Cortefroid sans colère. Demain, la maison ne vous appartiendra plus. Je te conseille de ne pas être là. Elle a mis 5 minutes à répondre. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu deviens folle. C'est fini, maman. Accepte-le. Puis plus rien. Je savais qu'elle n'y croirait pas. Claire pensait que je n'oserais jamais. Que j'étais encore cette mère douce et faible, celle qui fondait quand elle disait « Maman, je suis dans une situation difficile. » Mais cette femme-là était morte. Et à sa place se tenait quelqu'un que même moi je redécouvrais. La nuit tomba doucement sur 3. J'ai préparé un sac discret, pris quelques papiers, un trousseau de clés que Claire ne savait pas que j'avais fait refaire en secret. Et je suis partie. La route jusqu'à Gérardmer m'a semblé plus courte que d'habitude, peut-être parce que cette fois, j'avançais vers quelque chose, vers moi. À minuit passé, j'étais assise sur le siège conducteur, garé à quelques dizaines de mètres de la maison.
Les lumières étaient encore allumées. J'ai vu Jean fumer sur la terrasse, parler au téléphone. Un rideau bougeait à l'étage. Claire, probablement. Peut-être même déjà installée dans ma chambre, entre mes draps. Propapia camper, sous le cadre que Jean et Pierre avaient accroché de ses mains. J'ai attendu, patiente, résolue. Puis, à 3h15 exactement, j'ai enclenché le signal. Un petit appareil que j'avais confié à mon amie Solène, ingénieure à la retraite, quelques jours plus tôt. Elle l'avait conçu pour me permettre de couper à distance toute alimentation électrique de la maison. Pas une coupure simple. Non, un brouillage intelligent. L'électricité et l'eau chaude, à la domotique installée par Jean, tout allait s'arrêter. Et se verrouiller. À 3h17, j'ai vu les lumières s'éteindre brutalement, puis des silhouettes apparaître dans le salon, s'agiter, ouvrir les fenêtres, appeler. Et croyait à une panne, peut-être à un cambriolage. Mais non, c'était juste le début. Je suis sortie de la voiture. Je suis allée jusqu'à la boîte aux lettres. J'y ai glissé une enveloppe blanche. À l'intérieur, une copie certifiée du nouveau titre de propriété établi au nom de la fondation. Avec mon droit d'usufruit exclusif et à vie. Puis j'ai fait demi-tour. Sans un mot, sans bruit. Demain, il lirait et il comprendrait. Je ne voulais plus les affronter. Ce n'était plus nécessaire. Je ne voulais plus crier. Ce n'était plus utile. J'avais choisi une autre forme de justice. Une justice douce, mais implacable. Je suis rentrée à 3 à l'aube. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi. Sans cauchemar. Sans regret. Le matin du 15 avril, pendant que le soleil caressait doucement les toits de Troyes, je m'éveillais dans un calme absolu. Mon téléphone était silencieux. Aucun message, aucune alerte, rien. Je savais que cela n'allait pas durer. À 9h13 précise, il a vibré. Un message de Claire, long, désordonné, ponctué de majuscules et de points d'exclamation. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Tu te fous de nous? C'est une blague? Tu vas trop loin, maman. Jean est furieux. Ses parents sont en larmes. Tu veux nous humilier? Tu veux détruire ta propre fille? Je n'ai pas répondu. À 9h42, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Puis Jean. Puis un numéro inconnu. Sûrement celui de ses parents. Je n'ai décroché aucun. Parce qu'en réalité, je n'avais plus rien à dire. Tout avait été dit. Et surtout, tout avait été fait. Ce que je ressentais n'était pas de la victoire, ni même de la satisfaction. C'était plus étrange. C'était de la paix, mais cette paix fut de courte durée. À 11h30, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, ils étaient là. Claire, Jean et derrière eux un couple défait, les épaules tombantes, le regard perdu, ses parents. Claire a parlé la première d'un ton sec et acide. T'as pas le droit. Tu es allé trop loin. Ce n'est pas juste. Jean a levé la main, cherchant à calmer le jeu. Écoute, Edith, il faut qu'on en parle. C'est une affaire de famille, pas un conflit juridique. Tu veux vraiment qu'on lave notre linge sale devant les tribunaux? J'ai soutenu son regard sans trembler. Non, Jean. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire de propriété, de respect et de limite. Claire a éclaté. Tu es folle. Papa ne t'aurait jamais laissé faire ça. Tu salis sa mémoire. C'était la phrase de trop.
J'ai reculé d'un pas et j'ai dit doucement: tu ne sais rien de ce que ton père aurait voulu. Mais moi, je sais ce qu'il ne voulait pas. Que sa fille traite sa mère comme une étrangère, qu'elle offre notre maison à des gens qui ne ont jamais versé une goutte de sueur pour la bâtir. Un silence pesant a suivi. Les parents de Jean se regardaient, honteux. Jean fixait le sol. Et Claire, elle pleurait. Des larmes de rage, pas de chagrin. Tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. Ah, elle lançait comme un poignard. Et j'ai souri doucement. Peut-être, mais au moins, ils sauront que leur grand-mère n'a pas courbé les chines quand on a voulu la voler. Ils sont partis sans un mot de plus. Le lendemain, maître de l'offre m'a appelé pour m'informer que la tentative de contestation du transfert de propriété allait échouer. La fondation gardait la pleine propriété de la maison. Et moi, le jouffroy à vie. Personne ne pouvait m'en déloger. Personne. Ce soir, Allah, j'ai ouvert une vieille bouteille de vin que Jean à Pierre gardait pour les grandes occasions. J'ai mis un disque de Barbara et j'ai regardé les lumières de la ville depuis mon balcon. J'avais tout perdu, disait Claire. Mais non, j'avais perdu une illusion et gagné une vérité, ma dignité. Le surlendemain, j'ai repris la route pour Gérardmer. Je voulais revoir la maison, pas pour surveiller, pas pour vérifier, non. Je voulais simplement la retrouver, la ressentir, m'assurer qu'elle ne portait plus l'odeur de la trahison. Le chemin bordé de sapins était toujours aussi apaisant. Chaque virage semblait me effacer un peu plus les souvenirs amers des dernières semaines. Quand je suis arrivée, le portail était resté entrouvert. Quand je suis arrivée, personne n'avait osé revenir. Je suis entrée, seule. J'ai marché lentement dans les pièces. La cuisine portait encore quelques traces de leur passage. Une tasse sale, un torchon laissé sur le plan de travail, une odeur de parfum que je ne reconnaissais pas. Mais plus rien ne m'agressait. Tout était redevenu à moi. Je me suis assise dans le salon, devant la baie vitrée. Le lac scintillait au loin, immobile et digne. Je l'avais tant contemplé avec Jean à Pierre, en silence. C'était là qu'il m'avait dit: un jour, on vieillira ici, loin du bruit. Ce sera notre récompense. Et j'ai pensé à lui, à ce qu'il aurait dit, à tout ce qu'il n'a pas vu. Je lui ai parlé tout bas, comme je le faisais parfois le soir. Pardon, mon amour, de ne pas avoir protégé ce que nous avons construit plus tôt. J'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant je veille pour nous deux. J'ai passé la nuit sur place, dans notre chambre, pas celle que Claire avait pris la liberté de s'approprier. J'ai changé les draps, aéré chaque recoin, j'ai ouvert les fenêtres, fait du feu dans la cheminée. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas ressenti le besoin de verrouiller la porte. Je me sentais en sécurité. Non pas parce que personne ne viendrait, mais parce que même s'il venait, je n'avais plus peur. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Le soleil entrait doucement à travers les rideaux. J'ai préparé du café, puis je suis allée m'asseoir dehors, emmitouflée dans un châle, les mains autour de la tasse chaude. Et là, dans le silence du matin, j'ai entendu une voiture s'approcher. Elle s'est arrêtée devant le portail. C'était Claire. Elle était seule, pas maquillée, les traits tirés, les épaules voûtées. Elle n'a pas descendu tout de suite. Elle est restée un moment, les mains serrées sur le volant. Puis elle a fini par sortir, lentement. Maman a tête à elle dit. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardée,
Elle s'est avancée, maladroite. Je ne suis pas venue me battre, ni supplier. Je suis restée assise. Elle s'est agenouillée devant moi, à même les pierres froides. Je t'ai trahi. Je ne peux pas te demander pardon, mais je voulais que tu saches. Jean m'a quittée. Son regard s'est brouillé. Elle a baissé la tête. Il m'a dit que je l'avais entraîné dans quelque chose de trop sale pour lui. Que c'était aller trop loin. Une part de moi aurait dû ressentir un frisson de satisfaction. Mais je n'ai rien ressenti. Claire a continué. Papa m'avait dit un jour, quand j'étais petite, qu'un jour je deviendrais une femme forte comme toi. Et moi, je t'ai piétinée. Elle s'est effondrée là à mes pieds. Je n'ai pas bougé. J'ai juste murmuré. Et il n'y a pas de retour en arrière, Claire. Ce n'est pas une histoire de pardon. C'est une histoire de limites. Tu les as franchies. Elle a levé la tête, le visage décomposé. Je sais. Elle s'est relevée, chancelante, a tourné les talons, puis s'est arrêtée. Tu n'es plus obligée de m'aimer, maman. Mais je voulais te dire. Tu m'as appris quelque chose, la dignité. Même tard, c'est encore une leçon. Et elle est repartie. Je suis restée seule sur la terrasse, la tasse vide entre les mains. Le vent avait changé de direction. Dans les jours qui ont suivi la visite de Claire, un calme étrange s'est installé autour de moi. Pas le calme rassurant d'autrefois, mais un silence plus dense, plus grave. Celui qui suit un ouragan quand tout est encore debout, mais rien n'est exactement à sa place. Je suis restée au lac pendant une semaine entière. Pas pour fuir toi, ni pour me cacher, mais parce que j'avais besoin de laisser les choses retomber. J'avais trop donné, trop reçu, trop encaissé. Il fallait que je réapprenne à respirer. Chaque matin, je me levais tôt, faisais un café et marchais pieds nus sur les planches de bois froides du salon. Et ouvrais les volets pour laisser entrer la lumière. Chaque geste devenait un rituel, une manière de réaffirmer que cette maison était bien à moi. Un matin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était maître de l'offre. Madame Leclerc. J'ai reçu un courrier du cabinet d'avocats représentant votre fille. Elle conteste encore? Ai-je demandé, déjà lasse. Pas exactement. Elle propose un accord à l'amiable. J'ai souri. Non, merci. On ne négocie pas ce qu'on n'a pas volé. Elle a ri doucement. Je m'en doutais. Je vais leur transmettre votre réponse. Ce jour-là, j'ai pris une décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. Je me suis rendue à la mairie de Gérardmer et j'ai commencé les démarches pour faire de cette maison un lieu de répit. Pas pour les miens, pour d'autres. Des femmes comme moi. Des femmes qui ont tout donné et qui se retrouvent un jour avec les mains vides et le cœur en miettes. J'ai proposé un partenariat avec l'association locale d'aide aux femmes seniors isolées. Une fois par mois, la maison accueillerait gratuitement une femme pour un séjour de repos. Une semaine au bord du lac, en silence ou en partage. J'avais retrouvé la paix, et il était temps que cette paix serve à quelque chose. Le 4 mètres D. La première pensionnaire est arrivée. Je l'attendais devant le portail. Elle s'appelait Mireille, 71 ans, veuve depuis 10 ans, sans enfant. Sera une toute petite dame aux cheveux blancs et aux yeux timides. Elle tremblait de venir. Je lui ai tendu la main. Bienvenue chez vous, Mireille. Elle a pleuré, moi aussi. Ce soir-là,
On a mangé des tartines dans la cuisine. On a bu du vin rouge en écoutant Juliette Gréco. Et on a parlé de tout sauf de nos douleurs. C'était ça ma vengeance. Pas le bruit, pas le drame, mais la reconstruction. Un soir, alors que je regardais le reflet de la lune sur l'eau, une pensée m'est venue. Et si le véritable héritage que je pouvais laisser n'était pas une maison, ni un compte bancaire, ni un nom à défendre, et si c'était un espace, un refuge, une petite victoire contre l'ingratitude et la solitude. Je n'ai plus jamais revu Claire. Elle ne m'a plus jamais appelé. Mais je n'ai pas cherché à comprendre. J'avais appris que certaines douleurs ne méritent pas d'être creusées. Elles méritent juste d'être dépassées. L'été est arrivé sur Gérardmer avec sa lumière douce et ses brumes matinales. La maison, autrefois source de larmes et d'amertume, était devenue un lieu vivant, discret, chaleureux. Chaque mois, une nouvelle femme franchissait le seuil. Elles arrivaient avec des silences lourds, des sourires brisés, parfois même sans un mot. Et je les regardais, comme on regarde son propre reflet à différentes étapes de la vie. Certaines étaient divorcées après 40 ans de mariage. D'autres abandonnées par leurs enfants. D'autres encore rejetées pour avoir simplement voulu exister. Tant. Elles restaient quelques jours, une semaine, parfois 2. Et elles repartaient changées. Ce n'était pas moi qui les guérissais, c'était la maison. Le lac, le silence. Et peut-être aussi le fait de voir que quelqu'un quelque part avait survécu. Un matin de juillet, alors que je préparais des confitures de groseilles avec une pensionnaire nommée Jacqueline. J'ai entendu mon nom, Edith. Je me suis retournée. Et c'était Claire. Elle se tenait au portail, amaigrie, le visage creusé. Elle tenait un sac à la main et son regard n'était plus le même. Elle n'était pas venue en conquérante. Elle était venue en fille perdue. Je suis sortie sans rien dire. Elle a parlé la première. Je ne savais pas où aller. J'en m'ai quitté définitivement. J'ai perdu mon travail il y a 2 semaines. Je dors chez une collègue depuis. Elle s'est arrêtée cherchant ses mots. J'ai revu ton nom sur un article local, une maison de répit pour femmes seules. J'ai compris que tu avais tourné la page, sans moi. Je n'ai rien répondu. Elle a ajouté. Je ne suis pas venue pour la maison, ni pour l'argent. Je sais que c'est fini. Je suis venue parce que tu es la seule personne au monde qui me connaît vraiment. Et je crois que j'ai tout gâché. Le vent a soufflé dans les branches, haut au-dessus de nous. Elle avait les larmes aux yeux, mais cette fois ce n'était pas de la rage. C'était du vide. Un effondrement sincère. J'ai soupiré longuement. Et il y a une chambre libre à l'étage. Tu peux y rester 3 jours, pas plus. Ici, ce n'est pas une maison de rachat, c'est une maison de prise de conscience. Elle a hoché la tête sans discuter. Je l'ai fait entrer. Jacqueline nous a regardés, intrigués. Ma fille, et elle dit simplement, elle vient faire un séjour. Et nous avons repris nos confitures comme si de rien n'était. Les 3 jours suivants, Claire est restée en retrait. Elle lisait dans le jardin, aidait à mettre la table, parlait peu. Mais un soir, alors que je pliais du linge dans la chambre d'amis, elle est venue me voir. « Maman, je ne sais pas si je mérite ton pardon. » Je l'ai regardée.
Le pardon, Claire, ce n'est pas un cadeau qu'on donne. C'est une étape qu'on traverse. Et parfois on ne l'atteint pas. Elle a baissé les yeux. Alors, je vais rester sur le chemin, même si je n'atteins jamais. Elle est repartie le lendemain comme elle était venue, seule et à pied. Mais dans ses pas, je n'ai plus senti de menace, seulement du silence. Et peut-être un peu de vérité. Je ne savais pas si elle reviendrait. Je ne savais pas si j'en avais envie. Mais j'avais appris au fil de ces mois que certaines blessures ne guérissent jamais. Elles s'adoucissent, elles se transforment. Elles deviennent des cicatrices qu'on touche parfois du doigt pour se rappeler que oui, on a survécu. Et chaque jour, à travers les femmes que j'accueillais, je continuais moi aussi à guérir. Le mois d'août fut silencieux, ni appel, ni courrier de Claire, pas un mot. Et cela m'allait très bien. Je passais mes journées à recevoir des femmes venues de toute la région, parfois de plus loin. L'association avait mis en ligne un formulaire et les demandes affluaient. Certaines arrivaient en pleurant dès le portail. D'autres marchaient fièrement puis s'écroulaient dès la première nuit. La maison lentement devenait un sanctuaire. Pas sacré, mais frais. Un jour, j'ai reçu une lettre manuscrite, ce qui était devenu rare. Elle venait de Reims. Une certaine Solange, 63 ans. Elle écrivait « Madame, je n'ai jamais osé parler de ce que mes enfants m'ont fait. J'ai honte. Mais en lisant un article à votre sujet, j'ai compris que je n'étais pas seule. Vous m'avez donné la force de demander de l'aide. Je suis restée longtemps à lire et relire cette phrase. Vous m'avez donné la force. Et moi qui, il y a quelques mois encore, croyais avoir tout perdu. Un après à midi d'orage, alors que je lisais sous la véranda, mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Sobre. Je ne demande rien, juste te dire que j'ai trouvé un poste de secrétaire à Chaumont. Et que je vais bien. Merci pour les 3 jours. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. Je n'en ressentais ni la nécessité, ni la rancune. À vrai dire, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit d'elle. Et puis, début septembre, un événement inattendu s'est produit. Un journaliste local est venu frapper à ma porte. Il préparait un dossier sur les maisons de la deuxième chance dans les Vosges. Quelqu'un lui avait parlé de moi. Il voulait raconter mon histoire. J'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. Le reportage a été publié 15 jours plus tard, dans la montagne, puis repris en ligne. On y voyait une photo de moi devant la maison, souriante mais droite. Le titre disait « Edith, 65 ans, elle a été trahie par sa fille et transforme cette blessure en refuge pour femmes invisibles. » Le jour même, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Des femmes que je connaissais à peine, des anciennes pensionnaires. Ma femme est même 2 voisins du village. Des mots simples, respect, merci. Vous êtes un exemple. Mais au milieu des dizaines de messages, un en particulier a retenu mon souffle. Claire, je t'ai lu et j'ai pleuré. Je n'aurais jamais imaginé à quel point je t'avais effacé. Tu étais là. Et moi, je voulais juste prendre. Je comprends enfin, je ne demande pas d'effacer. Mais je te promets, je n'effacerai plus jamais personne, surtout pas toi. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps.
pas dans la douleur, mais dans cette étrange mélancolie qui accompagnait les renaissances. Je repensais à Jean, à Pierre, à nos étés ici, à Claire, toute petite qui courait sur les galets. Je me disais que le temps emporte beaucoup de choses, mais pas tout. Pas ce que l'on décide de reconstruire. Et moi, j'avais reconstruit, non pas ma fille, mais ma vie. L'automne est arrivé lentement, teintant la forêt de cuivre et d'ocre. Le vent apportait avec lui cette odeur de mousse, humide que Jean à Pierre aimait tant. Gérardmer devenait de plus en plus silencieux, comme s'il se repliait sur lui-même. Et moi aussi. Les pensionnaires se faisaient plus rares. La maison retrouvait son calme. Un matin de fin octobre, alors que je balayais les feuilles tombées sur la terrasse, une voiture s'est arrêtée au bout du chemin. Une petite Renault grise. J'ai tout de suite reconnu la silhouette qui en est, descendue, claire. Elle tenait une plante verte entre les bras. Un ficus minuscule, pas plus grand qu'un chat. Elle s'est avancée, hésitante, les yeux baissés. Je voulais t'offrir quelque chose de vivant, pas pour me faire pardonner, juste pour planter quelque chose ici, une chose à moi que je ne reprendrai pas. Pretistatela, par attripot, je l'ai laissée entrer. Nous n'avons pas parlé. Elle a posé le pot dans un coin du salon, là où la lumière est la plus douce le matin. Puis elle s'est assise, et moi aussi. Pendant 1 heure, nous n'avons échangé que des regards, quelques gestes simples. Elle a souri faiblement. J'ai rencontré quelqu'un, pas un homme, un thérapeute. Je n'ai pas réagi. Il m'aide à comprendre pourquoi j'ai toujours voulu posséder ce que je ne comprenais pas. Elle a marqué une pause. Je t'ai vu comme un obstacle à ma vie alors que tu en étais la fondation. Sa voix s'est brisée. Je voulais que tu saches que je ne réclamerai jamais plus rien. Elle a levé les yeux vers moi. Mais si un jour tu veux que je revienne, en tant que fille, pas en tant que laitière, je viendrai. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit simplement « Psophicus, il a besoin de lumière, mais surtout de patience. Il pousse lentement, mais quand il pousse, il ne s'arrête plus. » Elle a souri et elle est repartie. Je suis restée debout devant cette plante verte. C'était si petit, si fragile, mais c'était une offrande, un pas, une graine. Le lendemain, j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je suis allée à la mairie. J'ai demandé à changer la plaque du portail. Avant, elle portait juste mon nom, Leclerc. Maintenant, elle dit « Maison des jours retrouvés ». Pas un hommage, pas une revanche. Un nouveau départ. Et ce jour-là, pour la première fois depuis des années, j'ai appelé Claire. Juste une phrase. Le ficus va bien, et moi aussi. L'hiver est arrivé sans brutalité, juste une lente descente dans le silence. Le froid et la lenteur. Les journées étaient plus courtes, les nuits plus épaisses. La maison se couvrait de givre au petit matin, et la brume montait sur le lac comme un secret qu'on ne devait jamais trahir. Je passais mes soirées près de la cheminée, une couverture sur les genoux, un livre ouvert sans vraiment le lire. Le feu crépitait doucement, comme un vieux compagnon fidèle. Je pensais souvent à Jean, à Pierre, à tout ce qu'il n'avait pas vu, à tout ce qu'il aurait compris bien avant moi. Un soir de décembre, alors que je préparais un pot à feu pour moi seule, j'ai reçu une lettre, manuscrite, avec une écriture penchée et un peu tremblée. C'était de Claire,
Elle écrivait: Maman, je ne sais pas si j'ai changé. Je ne sais pas si je saurai un jour réparer. Mais je voulais te dire ceci. J'ai compris que je t'ai utilisé. J'ai compris que je t'ai volé bien plus qu'une maison. Je t'ai volé ta confiance, ta tendresse. Je t'ai réduite à une fonction, celle de mère nourricière, d'éternelle présence. Et je t'ai trahi. Alors je te rends tout, et je ne demande rien. Mais si un jour tu veux que je sois là, même en silence, je viendrai m'asseoir près de toi et j'écouterai. J'ai relu cette lettre 10 fois, et j'ai pleuré. Pas des larmes de douleur, des larmes anciennes, épaisses comme un poids qui se détache enfin du cœur. Des larmes au fouet. Comme un poire pour mon oir. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. La veille de Noël, j'ai préparé un repas simple pour moi. Je n'attendais personne. Et pourtant, à 18h, j'ai entendu frapper. Quand j'ai ouvert, Claire était là. Elle portait une boîte dans les mains. Une tarte aux pommes fait maison. Elle n'a pas parlé, moi non plus. Je l'ai laissée entrer. On a mangé ensemble, comme deux femmes qui n'étaient plus mère et fille, mais deux survivantes d'un même naufrage. On a parlé du passé, du silence, de Jean à Pierre, de cette maison. Elle a demandé si elle pouvait revenir, parfois, aider, juste être là. J'ai dit oui, pas pour elle, pas pour moi, pour ce ficus dans le coin du salon qui avait grandi un peu sans bruit. Et dans le calme de cette nuit à là, je me suis dit quelque chose que je n'avais jamais osé penser avant. Je n'ai pas gagné contre ma fille. Je me suis juste retrouvée. Et cela, c'est une victoire plus douce, plus digne. Aujourd'hui, je vis seule, mais je ne suis plus seule. La maison accueille encore des femmes. Claire vient parfois. Elle apporte des gâteaux, du thé, des silences. Elle ne réclame rien, et moi non plus. Je n'ai pas oublié ce qu'elle m'a fait. Mais j'ai choisi de ne plus en être prisonnière. Parce qu'un jour, j'ai compris cette vérité simple. Le silence peut aussi être une forme de justice. Et parfois, c'est le silence d'une femme debout dans sa maison retrouvée qui dit le plus fort: tu ne me détruiras plus.